Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Notre opération Le Trésor dans ma commune. Arrêt à Uccle aujourd'hui en région bruxelloise. Il sera question de participation citoyenne. Le pape a quitté la Belgique mais fait encore parler de lui dans l'avion vers Rome. Il a qualifié de tueurs à gages les médecins qui pratiquent l'avortement. Nous entendrons le corps médical et puis réaction aussi de l'Église catholique de Belgique. Nous verrons comment les autorités se positionnent par rapport aux propos du pape François. Victoire historique de l'extrême droite en Autriche. Le FPE arrive en tête, mais sans majorité. Et cela s'annonce compliqué car aucun autre parti ne souhaite s'associer avec lui. Et puis, Tadej Pogačar, champion du monde de cyclisme. Mais sa tactique, avec une échappée à 100 km de l'arrivée, eh bien, ça fait réagir. Nous le verrons avec Anne-Sophie Depau. Votre 13h, Ophélie Fontana. Bonjour à toutes et à tous, c'est reparti donc pour le Trésor dans ma commune tout au long de la semaine et aujourd'hui nous sommes à Uccle, place Saint-Job, un quartier assez populaire ici et ces jours de marché il y a une belle ambiance. Je vous rappelle que nous sommes en train de sillonner la Wallonie et la région bruxelloise à l'approche des élections communales et aujourd'hui nous allons parler de participation citoyenne parce que de plus en plus de communes intègrent véritablement les habitants dans les processus de décision et c'est donc le cas ici à Uccle où nous sommes, une commune de 86 806 habitants, située en région bruxelloise. Le bourgmestre est Boris Diliès et il est à la tête d'une majorité MR, les engagés et écolos. Alors, les Ucloises et les Uclois sont-ils satisfaits du travail de leurs élus communaux? Eh bien, il y a du pour, il y a du contre, comme un peu partout finalement. François Mercier et Marc Ochinski ont pu le constater ce matin. Ici à Uccle-Centre, c'est comme un petit village, donc c'est très agréable. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile d'acquérir des biens à des prix raisonnables. Ça vous donne envie de déménager ou pas? Presque, oui. 78 ans à Uccle, je m'y suis toujours plu. Il est 7h moins le quart, Uccle s'éveille. Uccle, une commune à la réputation un peu bourgeoise, un peu tranquille. Pourtant, elle est bien plus diversifiée qu'on ne pourrait le croire à première vue. Mais ces 87 000 habitants, qu'est-ce qu'ils en pensent de leur commune? Quels sont ses points faibles? Quels sont ses points forts? Allons leur demander, tout simplement. Je trouve que c'est très bien, c'est une commune très propre, c'est très calme, donc je suis très contente de notre commune, d'Uccle. Il n'y a pas un seul petit défaut? Non. Ici à Uccle-Centre, c'est comme un petit village, donc c'est très agréable. Côté négatif, je dirais la circulation qui est quand même assez intense. Il n'y a pas de métro à Uccle. Il n'y a pas de métro, mais il y a de quoi faire avec le 3, le 4, qui est d'ailleurs mon tram. Eh bien justement, je laisse prendre alors, merci. Merci beaucoup, bonne journée. Pourtant, le tram ne fait pas que des heureux. Ici, chaussée d'Alzenberg, les travaux de réaménagement se sont traduits par la disparition d'un certain nombre de places de stationnement. Les places sont de plus en plus réduites. Comme vous voyez là maintenant, il y a des bacs à fleurs. Sur la place du Parvis Saint-Pierre également réduite. Et puis moi j'habite un peu plus haut et des fois il faut tourner 40 minutes pour trouver une place de parking. Ça vous donne envie de déménager ou pas? Presque, oui. Changement de quartier. Le lundi matin, place Saint-Job, c'est le marché. On y croise ce monsieur qui, de son propre aveu, aime bien râler quelque peu. La signalisation quand il y a des chantiers, parce que c'est invraisemblable comme c'est mal signalisé, avant les chantiers, pendant les chantiers, et surtout après. On laisse les panneaux interdits de circuler alors que les chantiers sont finis. Heureusement, madame, elle, est nettement plus enthousiaste. J'ai vécu à Uccle toute ma vie. Alors? Et j'ai 78 ans. Donc 78 ans à Uccle, je m'y suis toujours plu. J'ai fait 3 quartiers différents. Allez-y messieurs, dames, profitez! Vous venez d'où? De Paris. Combien de temps que vous êtes à Uccle? Un petit mois. Premières impressions? C'est très très bien. Je retrouve l'ambiance française. Les Français, justement, ils sont nombreux à venir ici et ça pose parfois comme un problème. Je pense que ça fait un peu monter les prix des maisons. Par exemple, dans mon quartier, la moitié, si pas les 3/4 des maisons qui se vendent sont rachetées par des Français. Mais dans l'ensemble, Uccle, les gens l'aiment passionnément. J'aimerais bien habiter à Uccle. J'adore Uccle, j'aime Uccle. Tout, j'aime les gens d'Uccle. Ouais.
Pourquoi? Comme ça, parce qu'ils sont gentils. Et nous voilà toujours en direct du marché ici, place Saint-Job à Uccle. Et je vous avoue qu'on est attiré par les odeurs. Monsieur, est-ce que je peux vous demander de mettre quelques galettes de côté tout à l'heure pour l'équipe? Oui, avec plaisir. Allez, vous me gardez ça. Vous voyez, il y a une belle ambiance ici, une ambiance de marché qui colle bien à notre thématique du jour, à la participation citoyenne, puisqu'on a l'occasion de discuter avec eux depuis ce matin. Et ce qu'on se voit, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont impliqués dans la vie locale. Ici, à Uccle, il faut savoir que cette participation citoyenne, elle a été lancée en 2018. Les citoyens peuvent vraiment porter leurs idées. Ils sont associés au processus de décision. Mais grande question, est-ce que c'est un gadget finalement ou un véritable outil démocratique? Eh bien, Marc Ochinski a posé la question aux habitants d'Uccle. Donc ça c'est vous ça en fait? C'est nous. Ça c'est vous? Oui, tout à fait. Ok, c'est magnifique. Marc Van Roy est membre d'un comité de quartier. Ça faisait longtemps qu'il rêvait d'installer des bancs sur la place devant l'église. Il a donc présenté son idée au budget participatif. La commune a évalué sa faisabilité et l'a soumise au vote des citoyens qui l'ont plébiscité. Et voilà, 2 ans plus tard, les bancs sont là. Mais pour y arriver, Marc a mené une véritable campagne électorale. Nous, on a une page Facebook. On a publié sur la page Facebook le fait qu'il y avait un appel à projet et que si ça intéressait les gens, ils pouvaient voter pour. Les amis, tous les gens qui connaissent Uccle et qui aiment bien ce quartier. On va dire que vous avez mobilisé votre réseau d'amis? Mais oui, c'est normal. Hein. Résultat, 485 voix. Un chiffre à mettre en rapport avec la population totale de la commune, 86 806 habitants. Donc, soit la majorité des Uclois ne s'intéressent pas à leur cadre de vie, soit ils ne sont pas au courant, malgré une brochure distribuée dans toutes les boîtes aux lettres. Dans mon quartier, moi, j'ai pas reçu ça. Hein. Parmi les projets du compost pour tous et toutes, il y a le bosquet de l'amour. C'est quoi le bosquet de l'amour? Le bosquet de l'amour devrait venir s'installer sur cette place. Le projet présenté cette année a recueilli 414 voix. Il veut, je cite, célébrer l'essence même de l'amour. Le principal porteur du projet n'a pas souhaité nous donner l'interview, mais il a bien voulu nous fournir quelques explications. Alors, si on a bien compris, l'idée est de faire de cette place un dôme qui protégerait des énergies extérieures telles que la pollution et le bruit. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, concrètement, on enlèverait le béton, on mettrait plus de plantes et d'arbres afin de faire de cette place un véritable îlot de fraîcheur. Budget 40 000 €. Et ce qu'il y a de bien avec la participation citoyenne, c'est que si elle ne passe pas par la porte, elle peut encore entrer par la fenêtre. Sébastien a soumis à l'appel communal son idée de plainte de jeu. Elle n'a pas passé l'épreuve du vote des citoyens et donc... en fait, on a repris le projet en le redimensionnant un tout petit peu pour le proposer dans le cadre d'un appel à projet de Bruxelles Mobilité. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de subsides qui existent. C'est-à-dire qu'il y a des subsides maintenant qui sont même proposés par des mutuelles, des subsides qui sont proposés par des assurances, par des banques aussi. Mais il faut les connaître. Il faut les connaître. Je crois que même qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour connaître les mécanismes. Autre projet adopté par la commune, un skatepark qui devrait s'installer ici. Le projet a été accepté en 2020. Depuis, il a fallu trouver le terrain, chercher les financements, établir les cahiers des charges. Résultat, aujourd'hui, toujours rien. Mais la commune a bon espoir qu'une inauguration ait lieu en 2025. Et oui, le budget participatif, c'est aussi l'occasion de découvrir qu'entre une idée et sa réalisation, le cheminement est parfois lent. Et les projets ne peuvent être que d'une ampleur toute relative. C'est limité. Le budget participatif annuel, c'est 150 000 €. C'est à peine 0,5% du budget annuel d'investissement de la commune. Alors, la participation citoyenne, gadget ou révolution démocratique, à chacun de se faire son idée. Et nous continuerons bien sûr de parler des enjeux des élections communales dans un instant. Mais dans l'actualité ce lundi, il y a aussi les déclarations du pape qui font réagir. En quittant la Belgique dans l'avion hier, eh bien, il a reparlé de l'avortement et le pape François a prononcé une phrase choc. Nous allons tout de suite l'entendre avec Jennifer Istas et Alison Delpierre. Des tueurs à gages. Voilà comment le pape a qualifié les médecins comme cette spécialiste qui pratique des IVG. Des propos qui font évidemment réagir.
Je suis assez sidérée et en même temps pas étonnée. C'est une personne qui se pense au-dessus de nos lois démocratiques. Il vient quand même tenir un discours contre une loi qui a été votée, et ce depuis 1990. Nous, on sauve des vies tous les jours en pratiquant des avortements dans des bonnes conditions. Et plus il y aura des lois qui permettent d'avorter, et moins il y aura de femmes qui meurent d'avortement. Les femmes avortent et avorteront de toute façon. Du côté de la clinique Saint-Jean, qui ne pratique les interruptions volontaires de grossesse que depuis le début de cette année, les propos tenus par le pape n'étonnent pas, mais cette vision semble dépassée. Je ne pense pas être un tueur à gages. Je pense pas. On peut demander à mes patientes ou à nos patientes qu'on soigne au jour le jour à la clinique Saint-Jean. Je ne pense pas qu'on est considéré comme des tueurs à gages. Je pense que c'est une vision qui est un petit peu ancienne. C'est vrai qu'on aurait espéré quand même qu'il y ait une certaine évolution dans les mentalités. Voilà, manifestement, il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle. Direction un autre planning familial, et ici, c'est plutôt l'inquiétude qui règne, la crainte de l'impact que pourrait avoir ce discours. Alors, sur les professionnels, je ne suis pas sûr. Sur les patientes, c'est possible. Il y a quand même souvent une certaine culpabilité de la part de certaines personnes qui font la demande d'avorter. Une culpabilité qui est là pour différentes raisons. Là, il vient d'en ajouter une belle couche. Alors que la Belgique débat d'un allongement du délai pour l'IVG, même si cela s'annonce compliqué, ces mots tenus par le pape sont à 1000 lieues de la réalité légale belge. Et nous avons aussi sollicité des réactions au sein de l'Église catholique de Belgique. Nous allons le voir, les propos du pape François divisent. C'est un reportage de Sophie Mergen. C'était la surprise du chef, une déclaration choc au moment de reprendre le chemin vers Rome. Des propos qui heurtent jusque dans les rangs de l'Église. Je trouve ça insupportable, mais vraiment insupportable. Moi, je travaille en hôpital avec des médecins. Je suis confronté à la question de l'avortement, de l'euthanasie. Je sais à quel point ces gens sont attentifs à la souffrance de leurs patients et de leurs patientes. Et je trouve ces propos vraiment inqualifiables. Mais si certains prêtres progressistes se distancient des propos du pape, les représentants de l'Église catholique en Belgique, eux, soutiennent le souverain pontife et réaffirment leur opposition à l'avortement. Mettre fin à la vie, même d'un fœtus, même tout petit, c'est mettre fin à une vie. Et je crois que c'est ça le sens de l'interpellation du pape. Pour Tommy Scholtes, l'Église belge reste en communion avec le pape. Le pape a le droit d'avoir une opinion. C'est une opinion. Et je pense que dans l'Église catholique, l'opinion est que l'avortement, l'euthanasie pose de graves questions. Et c'est cela qu'il faut entendre. Et après ça, à chacun de voir selon sa conscience ce qu'il pense devoir faire dans le cadre de la loi. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que le pape François traite les médecins pratiquant l'avortement de tueurs à gages. Il avait déjà utilisé cette expression en 2018 sur la place Saint-Pierre. Pour Gabriel Ringlet, il faut que l'Église se montre moins fermée sur ce sujet. L'Église devrait parfois rencontrer la complexité de ces situations éthiques et pouvoir montrer une ouverture qui n'est pas du tout de la faiblesse, mais qui est simplement un dialogue très sain et indispensable, je trouve. Malgré des positions rassembleuses sur de nombreux sujets, la ligne conservatrice du pape François sur l'avortement continue de diviser prêtres et fidèles. Je vous propose à présent de passer au reste de l'actualité avec Sacha Daout en studio. Bonjour Sacha. Bonjour Ophélie, on vous retrouve évidemment dans un instant pour la suite de cette édition spéciale à Uccle dans le cadre des élections communales. Juste le temps pour nous ici d'évoquer d'autres éléments de l'actualité et on commence par la très nette victoire de l'extrême droite aux élections législatives en Autriche. Elle y a obtenu un score jamais vu là-bas, mais ce n'est pas pour ça qu'elle accédera au pouvoir car pour l'instant, aucun parti ne se dit prêt à s'allier avec elle. Benoît Feith. Les sondages de ces derniers jours l'avaient bien prédit. Le FPO, parti d'extrême droite, eurosceptique, pro-russe et anti-immigration, est bien arrivé en tête des élections de ce dimanche en Autriche. Le parti récolte 29% des suffrages et devance ainsi le parti chrétien conservateur du chancelier Karl Nehammer. Ne vous inquiétez pas, ces 29% sont bien investis. C'est un excellent investissement pour le Parti de la Liberté, car une chose s'est produite aujourd'hui. Nous avons effectivement ouvert une porte. Nous avons ouvert la porte à une nouvelle ère. Nous allons désormais véritablement écrire ensemble ce nouveau chapitre de l'histoire autrichienne.
Sans majorité absolue, le parti d'extrême droite doit se trouver un partenaire de coalition s'il veut former un gouvernement. Mais jusqu'ici, les chefs de file des autres formations politiques ont tous refusé de dialoguer avec le FPÖ. Ce virage à droite dans ce pays est une déception. On sent les changements qui s'opèrent là-bas. Je ne peux que vous promettre que je continuerai sur ce chemin avec vous. Cette victoire de l'extrême droite a suscité de vives réactions des mouvements antiracistes à Vienne hier soir. Mais dans la rue, comme dans les urnes, les Autrichiens semblent aujourd'hui particulièrement divisés quant à l'avenir politique du pays. Il est beaucoup trop extrême, beaucoup trop incendiaire, beaucoup trop haineux. Ce n'est pas bon pour l'Autriche. Et j'espère qu'il ne deviendra pas chancelier. Former un gouvernement ne sera certes pas facile, mais ce sera possible. Je pense que ça prendra du temps, mais je suis convaincu qu'à l'avenir également, nous aurons à nouveau un gouvernement stable. Mais au vu des résultats d'hier soir, il se pourrait que la formation d'un nouveau gouvernement autrichien prenne encore de longues semaines, voire plusieurs mois. Israël a bombardé Beyrouth la nuit dernière et c'est la première fois depuis le début du conflit que la capitale libanaise est la cible de l'armée israélienne. Les tirs se multiplient un peu partout dans le pays et en particulier dans le sud du Liban. C'est là que le chef du Hamas au Liban aurait été tué cette nuit. Le bilan de ces affrontements, qui ressemble de plus en plus à une guerre, s'élèverait à 1000 morts et 6000 blessés en 15 jours. Alice de Bati. Un étage d'un immeuble résidentiel détruit en plein cœur de Beyrouth par l'armée israélienne. C'est une première depuis le déclenchement des hostilités entre Israël et le Hezbollah il y a un an. Dans la nuit, un drone israélien a visé cet appartement du Front populaire de la libération de la Palestine, une organisation qui mène aussi des opérations dans le nord d'Israël. Nous sommes venus ici la nuit. Nous avons entendu le bruit. Nous étions à l'extérieur de la maison. Notre maison est ici et notre magasin est ici. Nous sommes venus voir ce qui s'est passé. On a vu les morts, la destruction et puis les dégâts. Le Front populaire de la libération de la Palestine, classé organisation terroriste par l'Union européenne, a annoncé avoir perdu 3 cadres militaires dans cette frappe. Autre opération de l'armée israélienne dans le sud du pays hier, où le chef du Hamas au Liban a été tué dans un bombardement dans la ville de Tyr. Dans l'est du pays, les frappes israéliennes se poursuivent aussi. Cette nuit, un village près de la ville de Sidon a été touché. Les sauveteurs tentent de retrouver les survivants dans les décombres. Quand nous sommes arrivés, nous avons commencé à transporter les blessés que nous pouvions voir et qui n'étaient pas sous les décombres. Un grand nombre de blessés ont été transférés vers les hôpitaux. Des bombardements qui se poursuivent alors que débutent 3 jours de deuil national aujourd'hui au Liban en hommage au chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué vendredi dernier par Tsahal. Le numéro 2 du groupe s'est exprimé pour la première fois aujourd'hui. Nous choisirons un nouveau secrétaire général du parti dès que possible, conformément au mécanisme de sélection approuvé par celui-ci. Dans son discours télévisé, Naïm Kassem a affirmé que le Hezbollah était prêt à repousser une offensive terrestre de l'armée israélienne et assuré qu'il allait poursuivre sa lutte contre Israël en soutien à Gaza. On revient en Belgique dans la séquence qui suit où on va un peu mélanger sport de combat et santé. Le sport, c'est le karaté et la santé, c'est celle des sportifs plus âgés ou, disons, un peu moins jeunes. La discipline s'ouvre de plus en plus à cette catégorie d'âge et il n'est pas question d'apprendre à vaincre 10 adversaires, mais plutôt de développer l'équilibre, la coordination et même la mémoire. Reportage à Wavre signé par nos collègues de TVcom. Si la plupart d'entre vous connaissent le karaté, sachez qu'il existe une version santé, plus douce et aux multiples bienfaits. Le karaté santé, on va vraiment l'utiliser comme outil pour bien vieillir. C'est ça vraiment l'idée. Et donc c'est du karaté, mais attention, c'est du karaté soft. Bien sûr, il n'y a pas d'impact, on fait attention, on fait un super échauffement pour au niveau articulaire, etc., que tout se passe bien. Et le but du jeu, c'est de ressortir en meilleure forme que lorsqu'on est arrivé, mais avec une activité qui, je pense, est assez fun, assez variée. Après, on a un club de karaté qui est reconnu aussi par la Fédération belge de karaté. Donc il y aura à la fin de l'année les passages de grade, tout ça. Et tout ça avec la pointe de culture japonaise qui est un petit peu attrayante. Les cours se donnent en journée à Wavre, Tigny, Rixensart et Mont-Saint-Guibert et sont du coup principalement suivis par des seniors. Moi, ça me donne en tout cas de l'équilibre. Ça permet que j'ai une meilleure mémoire aussi, parce que les katas, il faut retenir tous les mouvements.
Et c'est vraiment la joie de vivre. Et moi, j'en fais de plus en plus parce que j'adore ça. Pour les seniors, on va travailler la mémoire, on va travailler la coordination, on va travailler l'équilibre aussi, avoir des bons ancrages dans les déplacements. Donc c'est un renforcement musculaire aussi global. Donc je pense que c'est le fait de bouger qui fait qu'on va rester en pleine forme. Et après, voilà, c'est un art martial, donc c'est un peu une voie à suivre, essayer de devenir en fait une meilleure personne, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Ouais. Sans oublier le côté rassurant de pratiquer un sport de combat. Même si effectivement ici le but c'est de bouger, de ne pas aller du tout se bagarrer, etc. Mais peut-être qu'effectivement s'il y a une agression même verbale, de dire je sais regarder la personne dans les yeux, j'ai un petit peu plus confiance en moi. Ouais. Il y a le côté self-défense un petit peu, mais dans le karaté santé moins, parce que malgré tout c'est quand même plus pour garder son équilibre, garder la souplesse des articulations, être en meilleure forme physique et surtout, comme il disait, ressortir du cours mieux que quand on est rentré. Et ça c'est vraiment ça. On est vraiment bien après, on se sent libre, on se sent bien, quoi. Et rendez-vous à 22h30 sur les médias de proximité pour le journal Vivre Ici qui vous fait découvrir des tas de belles séquences comme celle qu'on vient de voir d'ailleurs. Place à notre Zoom Sport avec vous Anne-Sophie Depeau. Bonjour. Bonjour Sacha. Énorme spectacle, c'était sur la Une Télé d'ailleurs. Une course un peu folle, une victoire un peu folle de Tadej Pogačar. Il était grand favori, mais pourquoi victoire un peu folle? Parce que c'était suicidaire, c'était fou, c'était stupide, c'était même une connerie. Alors c'est pas moi qui le dis, ce sont bien des coureurs actuels et anciens, puisqu'on le rappelle, si vous avez suivi les mondiaux sur la RTBF, eh bien il a lancé une attaque à 100 km de l'arrivée, autant dire qu'à ce moment-là, personne ne croyait qu'il allait l'emporter, pas même lui. Et ça a encore payé, lui qui est plutôt habitué au raid en solo, puisque voilà, il a été sacré champion du monde. Il n'empêche, ce coup de maître, on pourrait le dire, il était complètement inattendu. D'ailleurs, on va écouter quelques réactions, dont celle de Tadej Pogačar au micro de Jérôme Elgers depuis Zurich. There's no secret, it was a stupid attack and but stupid sometimes works. Je croyais que c'était pas très malin ce qu'il faisait, mais à la fin, il était si fort que il peut faire ce qu'il veut dans la course. Je pense que ce qu'il a fait, c'est quelque chose de pas normal, mais c'est le vainqueur mérité, ça c'est sûr. Alors le voilà champion du monde, et de quelle manière on vient d'en parler, mais c'est toute sa saison qui est un exploit finalement. Parce qu'elle est phénoménale, c'est vrai, Tadej Pogačar, le Slovène, il a gagné le Tour d'Italie, le Tour de France et maintenant le championnat du monde, un triplé que seuls 2 coureurs ont réussi par le passé dans l'histoire. C'était l'Irlandais Stephen Roach en 87 et puis un certain Eddy Merckx en 1974, le cannibale d'ailleurs qui est un petit peu sous le charme de Pogačar, qu'il a annoncé dans l'équipe. Il est au-dessus de moi, clairement c'est le cas. Son attaque lancée à 100 km de l'arrivée, on s'en rappellera encore un long moment. Alors forcément, de telles performances, ça pose un peu question, ça suscite des suspicions de dopage, bien évidemment. C'est pas tout à fait le cas lors de ces mondiaux, c'était plus le cas lors du Tour de France au mois de juillet. Pogačar qui avait répondu à ces accusations, qui avait nié, qui avait aussi dit ceci. Alors, il y aura toujours des doutes, vu ce que le cyclisme a vécu par le passé, a été très endommagé. On se rappelle de l'affaire Festina en 98 et puis le cas Lance Armstrong. Croisons les doigts pour qu'on ne revive pas ces déceptions-là. Une annonce choc. On passe au foot, c'est le Français Antoine Griezmann. Il annonce la fin de sa carrière internationale. On pensait qu'il allait continuer jusqu'au Mondial en 2026. Ce ne sera pas le cas puisqu'entre les Bleus et Antoine Griezmann, eh bien, c'est terminé. Le joueur de 33 ans l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Grisou, comme on le surnomme. En quelques chiffres, c'est quand même 147 sélections, 44 buts en équipe nationale et puis champion du monde en 98. Rappelons que la Belgique rencontrera la France en Ligue des Nations mi-octobre sans Antoine Griezmann. C'est peut-être pas plus mal vu la forme du bonhomme. Merci à vous Anne-Sophie. Et puis rebonjour Ophélie, on retourne à Uccle pour la suite de cette édition spéciale communale. Oui, nous sommes toujours sur le marché Place Saint-Job. Regardez, il y a des pommes de terre aujourd'hui, il y a des carottes, il y a des oignons et puis il y a surtout ici de nombreux habitants et on parle de participation citoyenne, donc ça tombe bien. Il faut savoir que pas très loin d'ici, sur le plateau Aveil, il y a de plus en plus de citoyens qui se mobilisent. Alors il faut dire que le plateau Aveil, c'est vraiment un endroit étonnant, un îlot champêtre de 8 hectares au cœur de la ville. Je suis allée sur place et il s'y passe pas mal de choses, vous allez le voir. Regardez-moi ce petit coin de paradis, si c'est pas beau, c'est la campagne dans la ville et ce plateau d'Aveil, c'est un site qui est en partie classé depuis 2014. Donc on ne peut pas y faire n'importe quoi, mais manifestement on peut y jardiner. Bonjour Marine et Simon, ça va? Bonjour, oui ça va bien. Alors expliquez-nous ici ce potager, c'est pas un potager comme les autres?
C'est pas vraiment un potager comme les autres, c'est-à-dire que c'est un peu un potager pirate, on va dire. C'est un terrain qui n'est pas loué et donc qu'on occupe pour en faire quelque chose tant qu'il est laissé à l'abandon. Voilà, donc Simon, c'est un potager collectif, c'est aussi un lieu de vie finalement. Oui, on a essayé de faire en sorte que ce soit ouvert à tout le monde, parce que donc les parcelles qui sont individuelles, on n'y a pas vraiment accès, alors qu'ici, tout le monde peut se réunir, et donc ça crée des liens, tout le monde peut participer. C'est un grand jardin partagé. C'est un grand jardin partagé, ouais. Et ce qu'on doit se dire, c'est qu'on aurait pu ne pas en parler, donc, parce qu'il y a eu des projets de construction. Donc c'est vraiment la mobilisation de citoyens comme vous qui font que ce lieu existe toujours. En fait, oui, ça fait même depuis 50 ans en fait, que les gens du quartier se sont mobilisés et se mobilisent encore pour protéger le plateau Aveil. Et donc si les gens du quartier n'avaient pas fait ça, le plateau Aveil n'existerait plus aujourd'hui. Donc pour nous, c'est très important de le sauvegarder. Et de continuer à se battre parce qu'il y a toujours une menace peut-être de construction. Donc c'est important de continuer le combat, entre guillemets. Pour l'instant, on a le soutien de la commune. Donc pour le moment, normalement, il n'y a plus trop de menaces. Mais quand on a démarré le potager collectif, oui, il y avait encore 25% du plateau qui devait être construit. Donc toute la zone qui maintenant est collective. Voilà. Le projet existe toujours, le projet de construction existe toujours et donc tant qu'on fait quelque chose de cet espace et qu'il est accueillant et que ça bouge et qu'il y a une belle synergie qui se crée, quelque part la commune n'a pas d'intérêt à détruire ça, mais donc il ne faut pas perdre cette énergie-là et puis on continue à essayer de créer des projets qui concernent tout le monde pour justement qu'on garde cette unité en fait. Et j'imagine que c'est important par exemple pour vous Marine parce que vous êtes née ici dans le quartier donc de le voir continuer à vivre comme ça, j'imagine que c'est quelque chose d'important. Il y a vraiment eu un avant et après. Quand moi j'étais petite et qu'on se promenait ici, là c'était des moutons et puis c'était en fait un dépotoir. Il y avait plein d'endroits où les gens venaient jeter leurs déchets. Il y avait pas ce côté nature où on peut ramasser les fruits à droite à gauche et les manger pendant qu'on se promène. On venait à notre potager, on fermait la barrière, on travaillait dans notre potager, puis c'était tout, on se parlait pas, etc. Et donc maintenant, là, ça fait 10 ans, je pense que ça a vraiment pris son essor et que, en fait, on vient au potager pour voir les copains en plus que pour faire du jardinage, pour passer un bon moment. D'ailleurs, tous les dimanches, maintenant, c'est chantier dans le collectif du potager. Et tout le monde vient pour papoter, se raconter sa semaine, et planter de l'ail des ours ou accrocher une vigne. Bon, allez, vous allez montrer comment on fait pour accrocher la vigne, alors. Je vais vous donner un coup de main. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci. Et bonne continuation avec votre projet. Oui. Retrouvez toute notre info sur nos applications RTBF et Ovio.